Deuxième partie de cette émission, Territoire d'info avec la presse quotidienne régionale, les télés locales de France, le réseau Via Télévision, les Indes radios, 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français, et TV5 Monde et l'invité politique à 8h comme chaque jour. Aujourd'hui, c'est Julien de Normandie, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire d'État auprès du ministre de la Cohésion des Territoires. On a évidemment beaucoup de questions à vous poser ce matin. Et pour vous co-interviewer ce matin, Marcelo Westfred. Bonjour, du Figaro. Bonjour. Pour Public Sénat. Bonjour Marcelo. Et Nathalie Moret, bonjour, du groupe EBRA. Vous représentez quel titre ce matin ? Le Progrès de Lyon. Le Progrès de Lyon, merci. Votre interview, Julien de Normandie, sera retransmise sur les sites internet de la presse quotidienne régionale, tous à partir de 10h. On démarre avec l'actualité politique. Frédéric Dumas, la députée La République En Marche, annonce dans Le Parisien sa démission du groupe. Elle stigmatise une absence de débat interne, des ministres au garde à vous. Votre réaction là-dessus ? Vous qui êtes un des j'allais dire, presque fondateurs de La République En Marche, est-ce que c'est une démission qui fait mal ? Je la regrette, c'est une décision personnelle. Je connais bien Frédéric Dumas parce que Frédéric a participé à une grande partie de la campagne. Frédéric Dumas, dans son interview que j'ai lue avec attention, met en avant des débats qui ne seraient pas suffisamment profonds au sein du groupe parlementaire notamment. Je pense que cette caractéristique-là n'est pas du tout le reflet de la réalité. J'en veux pour preuve, vous savez, dans les prochaines heures, il y aura l'élection du nouveau président du groupe de La République En Marche. Qui succède à Richard Ferrand. Qui succède à Richard Ferrand, nouveau président de l'Assemblée nationale. C'est pas loin d'une dizaine de parlementaires de La République En Marche qui ont porté leur candidature avec des mouvances, avec des projets parfois différents les uns des autres. Et donc je pense que ça, c'est au contraire le témoin d'un vrai débat au sein du groupe majoritaire. Après, vous savez, le groupe majoritaire, c'est plus de 300 députés. Donc, c'est un groupe qui est composé de différentes sensibilités. Julien de Normandie, quand elle parle, quand elle pointe les critiques qu'elle pointe, c'est la question de la caporalisation de la majorité. C'est un sujet qu'on a vu monter chez beaucoup de députés, souvent de façon anonyme. C'est la première fois que quelqu'un le dit aussi explicitement. Vous l'entendez, ça, quand même ? Je l'entends, mais vous savez, moi, je travaille à La République En Marche depuis le premier jour et ensuite au gouvernement. Donc cette caporalisation, si elle existait, j'en aurais été, entre guillemets, l'une des premières victimes. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que les débats au sein de La République En Marche, du groupe parlementaire, ils sont intenses. Je l'ai vu, j'ai présenté il y a quelques semaines avec Jacques Mézard une loi qui s'appelle la loi logement. Eh ben, pendant tous ces débats, on avait différentes sensibilités. Il y a des débats, mais à la fin, tout le monde doit voter de la même façon. C'est ce qu'elle dit. Elle dit qu'il y a besoin de contre-pouvoir et besoin de garde-fous. Ces mots sont quand même relativement violents et ce sont des mots que, on entend régulièrement. Je ne suis pas d'accord avec vous. Vous savez, les députés, lorsqu'ils ont candidaté pour l'investiture, ils ont signé un engagement qui est de soutenir le projet présidentiel. Mais soutenir le projet présidentiel, c'est-à-dire soutenir le cap. Ensuite, les députés, ils sont libres de voter ou de ne pas voter, c'est-à-dire de s'abstenir. C'est l'engagement qu'ils ont pris au moment où ils ont rejoint le groupe La République En Marche. Et ça, c'est une règle de fonctionnement qui, moi, me paraît très saine. Et puis, enfin, vous avez beaucoup de députés qui sont énormément force de proposition, que ce soit le groupe majoritaire ou que ce soit le mouvement politique. Cela ne vous aura pas échappé, Christophe Castaner, il y a quelques jours, a fait une grande conférence de presse de rentrée, mettant sur la table de nouveaux sujets, des sujets pour lesquels il interpelle le gouvernement. Il y a quelques semaines ou quelques mois, on critiquait tous nos parlementaires en disant qu'ils étaient des parlementaires godillots. Aujourd'hui, certains critiquent en disant qu'il y aurait des personnes qui voudraient se dissocier. Bon, il y a un équilibre, il est ce qu'il est. Et moi, je trouve qu'il y a un véritable débat au sein de notre majorité. Pourquoi vos parlementaires, vous en parliez à l'instant, et notamment vos sénateurs de La République En Marche ici au Sénat, n'assisteront pas à l'audition d'Alexandre Benalla mercredi matin ? Ils s'en sont expliqués, que ce soit M. Alain Richard encore ce matin sur les ondes, dont François Patria récemment. Leur position est de dire que la commission d'enquête, aujourd'hui, a déjà beaucoup travaillé, a mis en avant des éléments de réponse aux principales questions qui ont été posées. Et puis, il y a derrière tout cela ce débat constitutionnel ou de constitutionnalistes, de savoir quelles sont les prérogatives d'une telle commission d'enquête. Bon, moi, je vais vous dire très franchement, ce que je pense de tout ça, c'est que on a beaucoup trop parlé de cette affaire Benalla. Je ne serai pas de ceux qui alimenteront une saison 2 de Benalla. Ça accrédite quand même la thèse qu'on est face à une majorité qui est aux ordres.
Mais pas du tout. Je veux dire, aucune demande n'a été formulée à l'écart d'aucun parlementaire d'assister ou non. Mais quand Christophe Castaner dit que les sénateurs veulent faire tomber le chef de l'État, est-ce qu'il a tort de dire ça? Vous avez un exécutif, notamment une garde des Sceaux, là aussi, ces positionnements ont été critiqués, qui ont rappelé quoi? Ils ont rappelé qu'il y avait des règles constitutionnelles, là aussi. Et les sénateurs les connaissent très très bien, ces règles. Et ils les ont respectées, d'ailleurs. Et donc, ces règles, elles sont sur la table. Encore une fois, pour moi, tout le monde doit respecter ces règles. Elles ont été rappelées. C'est très bien ainsi. Pour vous, c'est une instrumentalisation politique, c'est le Sénat de droite qui en fait trop? Si des hommes politiques ont instrumentalisé cette affaire, évidemment, oui. Mais il suffit de voir en juillet. Il y a un truc qui m'a rendu dingue en juillet dernier. Je veux dire, vous aviez des oppositions. Alors, pas ici au Sénat. J'étais d'ailleurs, moi, en train de présenter la loi logement au Sénat avec de véritables débats constructifs qui se sont tenus. À l'Assemblée nationale, en revanche, il y avait une obstruction totale sur des projets de loi essentiels, notamment la révision constitutionnelle. Donc songez quand même qu'au mois de juillet, vous avez eu un texte logement, un texte sur la réforme constitutionnelle, un texte essentiel qui est, à mes yeux, l'un des plus importants de ce quinquennat, qui est le texte sur la liberté de choisir son avenir professionnel, c'est-à-dire la formation. Pendant tout le mois de juillet, est-ce que vous avez entendu les oppositions, y compris dans les motions de censure, évoquer le fond, c'est-à-dire évoquer l'un de ces textes? Rien, pas une fois. Et moi, je trouve que personne n'en sort grandi, que le débat démocratique n'en sort pas grandi. C'est-à-dire on en a fait des tonnes, et les oppositions en ont fait des tonnes avec des mascarades sur cette affaire Benalla, alors même l'opposition n'est pas à la hauteur, précis, on devait se concentrer sur les textes. Au mois de juillet, moi je suis catégorique, oui, les oppositions n'ont pas été à la hauteur, je suis catégorique. Je trouve même qu'elles ont eu un comportement qui, à mes yeux, n'est pas à la hauteur du débat démocratique. Les oppositions, on attend d'elles d'arrêter d'instrumentaliser, évidemment, mais surtout de travailler sur les sujets de fond. Je veux dire, quand on est en train de discuter de l'avenir de la formation professionnelle, le fond, c'est le chômage. Moi, je trouve ça le fond, c'est le chômage. Et samedi, le président de la République, qui échangeait avec un chômeur, un jeune horticulteur qui cherche du travail, lui a conseillé de se reconvertir plus exactement dans l'hôtellerie-restauration en lui disant « il suffit de traverser la rue, il y a du travail ». Est-ce que ça veut dire que le chômage, c'est en fait la faute des chômeurs? Pas du tout. Pas du tout. Vous savez, le chômage, c'est d'abord un fléau. Moi, je suis une génération qui a toujours vécu avec un chômage de masse. Mais sur la réflexion même du président de la République. Alors, la réflexion. Depuis cette vidéo, cet extrait que j'ai regardé avec attention, j'entends tous les qualificatifs. Celui qui revient le plus... Il a eu tort de s'exprimer comme ça? Non. Celui qui revient le plus comme qualificatif, c'est le qualificatif du mépris. On dirait le président de la République a été méprisant lorsqu'il s'est adressé ainsi à ce jeune homme. Mais il est où le mépris? Le mépris, est-ce qu'il est dans la bouche du président de la République qui dit à cette personne sans langue de bois, écoutez, moi je rencontre tous les jours des chefs d'entreprise qui souhaitent embaucher, ou le mépris, il est dans celles et ceux qui pendant des décennies ont fait en sorte que beaucoup de jeunes, comme cet individu, par faute d'orientation, aujourd'hui, se retrouvent dans des situations, alors même qu'ils souhaitent travailler, n'ont pas la possibilité de bosser. Mais il est là le problème, c'est-à-dire que depuis 48 heures, personne ne pose le vrai débat. La question, débat, c'est celui de l'offre d'emploi raisonnable. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on est horticulteur et qu'on vous propose d'aller faire la plonge dans un restaurant rue Montparnasse, est-ce que c'est ça, une offre d'emploi raisonnable? Le problème, il vient d'où? Le problème, il vient de l'orientation. Est-ce qu'aujourd'hui, il est justifié que vous ayez non seulement plus d'1 million de jeunes qui ont totalement décroché, mais qu'en plus vous ayez des personnes de 25 ans qui sont diplômées, qui ont fait des efforts, qui souhaitent bosser, et pour autant qui ne trouvent pas de boulot? Elle est où l'incohérence? Et c'est pour ça que moi j'insiste, le mépris, il n'est absolument pas dans les paroles du président de la République. Le mépris, il est de toutes ces oppositions qui aujourd'hui s'en servent pour critiquer le président de la République, alors que le scandale, c'est que pendant des années, on a laissé dériver un système où l'orientation n'était pas à la hauteur de ce qu'il fallait. L'orientation, ce sont les professeurs. L'éducation nationale est une priorité des priorités du gouvernement, il l'a répété, et pourtant on apprend ce matin, Jean-Michel Blanquer dans le Figaro, qu'il y aura 1800 suppressions de postes dans l'éducation nationale. Est-ce que c'est pas contradictoire? Alors, l'orientation, vous le savez, on a pris beaucoup de mesures en cette faveur, notamment en terminale, avec la possibilité d'avoir des professeurs dédiés à cette orientation. La question que vous posez, c'est sur la réduction des postes dans le domaine de l'éducation.
il faut être là aussi très précis dans le budget de l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a cette réduction de professeurs. En parallèle, c'est un budget qui est en augmentation de plus de 800 millions d'euros. C'est-à-dire qu'au total, c'est un budget qui augmente fortement. Alors, pourquoi ? Parce qu'on fait des choix. On fait des choix politiques. Et notamment, un choix qui, à mes yeux, est essentiel, c'est qu'il faut mettre le paquet sur le primaire. C'est ça, le choix politique que nous faisons, le paquet sur le primaire. Parce que en comparaison avec tous les autres pays européens, on se rend compte que la France a surtout insisté sur le secondaire et pas assez insisté sur le primaire. Votre budget est en baisse. Vous êtes dans le ministère de la Cohésion des Territoires, vous êtes secrétaire d'État auprès du ministre. Est-ce que vous pouvez assurer la cohésion des territoires avec ce budget en baisse ? Oui, parce que... Vous savez qu'il y a des interrogations là-dessus ? Non seulement je le sais, je les entends, et vous savez, moi je suis tous les jours, toutes les semaines, plusieurs fois sur le terrain. Je serai encore dans le Gard tout à l'heure. J'étais dans le Grand Est il y a quelques jours. C'est un mauvais signe. Et donc je suis toujours en contact avec nos concitoyens. Il y aura des suppressions de postes dans votre ministère. Je reviens, mais je réponds juste. C'est un mauvais signe. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans le budget cette année ? On fait une seule mesure qui, il s'avère, est une mesure d'économie, mais qui est une mesure de bon sens. C'est le fait de pouvoir demain calculer les allocations de logement, non pas sur vos revenus d'il y a 2 ans, mais sur vos revenus actuels. C'est la seule source d'économie, si je puis dire, que nous faisons dans le budget. Mais qui peut comprendre ? Qui peut comprendre aujourd'hui que vos allocations, elles ne soient pas versées en fonction de vos besoins réels du moment, mais de vos besoins d'il y a 2 ans. C'est juste aberrant. Et donc oui, moi je l'assume, c'est une réforme de fond compliquée à faire, qui se fera au cours de l'année 2019. Elle est compliquée, mais elle est nécessaire. Les suppressions de postes... Chez vous, dans votre ministère, il y en aura ou pas ? Oui, mais de manière générale depuis 1 an maintenant et sur toute la durée du quinquennat. J'ai pas de chiffres tout simplement. Vous savez, tous les ministères savent. Non, parce que vous savez, nos agents sont surtout des agents qui sont sur le terrain de manière déconcentrée. Cela ne vous aura pas échappé. Nous avons lancé une grande réforme de... À peu près. Je n'ai vraiment aucun, non seulement chiffre, mais également indicateur à vous donner à ce stade. On est en train de porter cette réforme territoriale des services de l'État. On va faire les choses dans le bon sens. Quelles sont les missions ? Est-ce que ces missions sont bien effectuées ? Et est-ce que, au regard de ce que nous pouvons faire, des améliorations, des ajustements devront être faits ? Julien de Normandie, vous disiez tout à l'heure que vous vous rendiez dans le Gard cet après-midi. C'est pour le plan numérique. Où en est-on de l'installation de ce plan qui a été annoncé au début de l'année ? Est-ce que vous pouvez nous garantir qu'il n'y aura pas de zone blanche sur le territoire français d'ici la fin du quinquennat ? Alors, il y a 2 piliers. Il s'avère quand on parle du numérique, il faut vraiment à la fois apporter Internet à tous les Français, mais également la téléphonie mobile. Sur Internet à tous les Français, on met beaucoup d'argent, plus de 3,3 milliards. Aujourd'hui, on a un déploiement qui est très rapide, c'est-à-dire que depuis début 2018, chaque jour ouvré, c'est plus de 11 000 de nos concitoyens qui sont raccordés à Internet de très haut débit. 11 000. C'est une ville comme Montargis qui tous les jours est connectée. Donc ça avance, ça se déploie. Moi, je suis un ayatollah de la mise en œuvre, si j'ose dire, ce qui fait que je reçois tous les mois, de la part de mes services, département par département, un planning pour savoir si oui ou non on est en phase avec nos objectifs très clairs, c'est-à-dire du très haut débit pour tous les Français en 2022. Et ensuite, vous avez la téléphonie mobile. Où la téléphonie mobile, pareil, pendant des années, on s'est satisfait de ces situations où vous étiez dans un village. On vous disait si le village est connecté, alors que pour aller téléphoner, vous deviez aller au bout du jardin, lever la jambe droite et la main gauche, et là peut-être que vous aviez quelques barres. Et donc, comment faire pour sauver cette situation ? Le problème de fond, c'est que les opérateurs, on leur donné des engagements de bonne volonté, uniquement de bonne volonté. Donc on a rendu le système contraignant. Il faut contraindre les opérateurs. Il faut les contraindre. Et c'est ce qu'on a fait avec un changement totalement d'approche. C'est-à-dire que l'État, il a dans ses mains une arme très puissante vis-à-vis des opérateurs, c'est l'État qui leur donne les fréquences, c'est-à-dire l'électricité dont ils ont besoin pour fonctionner. Et moi, j'ai dit aux opérateurs, et on a passé cet accord il y a quelques mois, on vous donnera ces fréquences uniquement si, demain, vous investissez dans les zones les plus rurales, les moins rentables. Ça marche très bien, puisque là aussi, depuis le 1er janvier 2018, c'est plus de 2000 villages qui étaient avant dans les anciennes technologies et qui sont passés aux nouvelles technologies, la technologie 4G. Entre aujourd'hui et fin 2020, c'est 10 000 communes
que nous allons équiper dans les meilleures technologies. Et en parallèle, on mettra progressivement fin aux zones blanches, c'est-à-dire ces endroits où il y a des habitants et où il est impossible de capter. On a déjà annoncé il y a quelques semaines une liste de 500 premières zones blanches et tous les ans, ce sera entre 600 et 800 nouvelles zones qui seront ainsi traitées en coopération avec les élus locaux, parce qu'il ne faut jamais oublier que ce sont les élus locaux qui sont les maîtres d'ouvrage, comme on dit, dans tous ces déploiements. Julien de Normandie, demain l'actualité va être la présentation du plan santé, du plan hôpital, ça concerne énormément de gens. Est-ce que comme secrétaire d'État à la cohésion des territoires, vous pouvez garantir aux Français qu'il n'y aura pas de fermeture d'hôpital ? La ministre de la Santé l'a clairement exprimé à plusieurs reprises. Moi, ce qui est essentiel, c'est qu'il faut passer à une politique de l'accès. La question est de savoir comment vous pouvez avoir accès aux soins, quels que soient les dispositifs, quels que soient les moyens technologiques. Aujourd'hui, il y a énormément d'initiatives qui sont développées partout sur le territoire. Moi, je les vois à chacun de mes déplacements. Il y a aussi de gros problèmes, des problèmes de présence des médecins. On le sait tous. Vous savez, ces fameux déserts médicaux où, y compris la médecine privée, les médecins libéraux ne veulent plus aller. Et donc, le plan hôpital qui sera annoncé demain vise justement à redonner cette dynamique, à améliorer la situation, y compris pour les élèves en médecine qui souvent témoignent d'un mal-être assez inquiétant et donc il faut leur apporter des solutions. Nathalie Moret, dernière question sur Manuel Valls qui est donc député apparenté La République En Marche. Hier sur France 3, Valérie Rabault, qui est présidente des députés socialistes, a dit qu'on ne pouvait pas être en même temps député de La République et candidat à Barcelone. Et elle s'est avancée sur le fait que selon elle, il devrait démissionner. Vous, qu'en pensez-vous ? Vous savez, au premier jour de la création d'En Marche, au premier jour, on a fixé avec Emmanuel Macron, désormais président, on a fixé 2 caractéristiques au mouvement La République En Marche. La première, c'est l'utilité. C'est tous les matins faire des choses utiles. Je pense que c'est évident, mais de temps en temps, ça fait du bien de le rappeler. Il n'est jamais à l'Assemblée nationale. Et le deuxième, c'est l'ouverture. L'ouverture. Donc ça ne vous choque pas? Moi, ça ne me choque pas parce que l'ouverture, on l'a mis au centre de tout. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, qu'un député français soit en campagne en Espagne, ça vous paraît normal? On est un mouvement politique qui, dans ses statuts même, a indiqué la possibilité de la double appartenance. En France aussi. Et je veux dire, peu m'importe, la double appartenance, ça veut dire quoi? Vous avez la possibilité d'appartenir à mouvements politiques. Et donc ça, La République En Marche l'a mis dans ses statuts, ce qui montre que cette ouverture est notre marque de fabrique. Julien de Normandie, vous connaissez très bien le président de la République, vous êtes un de ses amis depuis très longtemps. Est-ce qu'il a changé au pouvoir? Non, il n'a... Toutes ces petites phrases, toutes ces provocations entre guillemets que souligne la presse, est-ce qu'il a changé? Il est évidemment, et moi je le constate tous les jours, il est aujourd'hui un véritable président de la République, c'est-à-dire quelqu'un qui fixe le cap, quelqu'un qui emmène nos concitoyens vers un chemin. Alors on peut être d'accord, ne pas être d'accord, mais en tout cas il est un président qui préside. Merci. Après, à titre personnel, moi je le connais depuis longtemps, je peux vous dire que c'est quelqu'un de profondément empathique, de profondément soucieux de l'un et de l'autre, mais qui a un parler cash. Il s'était pris d'amitié pour Alexandre Benalla. C'était pris d'amitié pour Alexandre Benalla. Il a eu une parole très forte, c'est je n'oublie pas. Je n'oublie pas tout ce que Alexandre Benalla a fait pour nous. Et moi je trouve que c'est aussi la grandeur d'un homme de dire oui, la personne a fait une faute, il a fait une faute, il doit être puni ou redevable devant les instances et les juridictions du fait de cette faute, mais en même temps, je n'oublie pas tout ce qu'il a fait, parce que c'est vrai qu'Alexandre Benalla nous a accompagnés pendant toute la campagne présidentielle et a fait des choses bien pendant toute cette campagne. Julien de Normandie, secrétaire d'État auprès du ministre de la Cohésion des Territoires, d'avoir été notre invité politique ce matin. Merci Nathalie Moret, merci Marcelo Westfred. On passe tout de suite au débrief de l'actualité dans un instant. Julien de Normandie quitte ce plateau. Au revoir et merci d'avoir été notre invité. Et font leurs entrées Jean-Michel Elvig de la République des Pyrénées dans cette deuxième partie de cette émission et Guillaume Doyen de la Gazette des communes, des départements et des régions. Tiens, Guillaume Doyen, je vous tiens. Julien de Normandie, c'est le secrétaire d'État à la cohésion des territoires. Un budget en baisse dans ce ministère. Est-ce que ça va être la garantie pour les territoires qu'ils seront quand même considérés? Mauvais signe, non? Pas spécialement. Pas spécialement. Ce qui compte, il l'a mentionné, c'est pas de savoir le nombre d'agents qui sont affectés à la cohésion des territoires,
mais ce sont les moyens réels qui sont affectés à la dite cohésion. C'est bien plus important. Il a parlé des zones blanches, du déploiement de la 4G, du déploiement de la fibre. On pourrait parler du déploiement du chemin de fer, du maintien des petites lignes. Il y a autant de choses qui comptent en volume bien plus que de savoir s'il va faire moins 3 ou moins 4% dans son ministère, qui d'ailleurs n'est pas un grand ministère. Merci Guillaume Doyen. Vous dirigez la Gazette des communes, vous connaissez bien ces sujets. Les sénateurs de La République En Marche boycottent la commission d'enquête sur l'affaire Benalla. Vous savez, cette commission d'enquête sénatoriale dont on va beaucoup parler cette semaine. On en parlera d'ailleurs dans la troisième partie de cette émission avec Saveria Rojek dans quelques minutes. Jean-Michel Elvig, 3 sénateurs du parti présidentiel, donc siégeant dans cette commission d'enquête, ont fait savoir qu'ils seraient absents mercredi pour l'audition. Est-ce que c'est Rififi qui démarre dans cette commission avant même qu'elle ne démarre, j'allais dire, qu'elle ne redémarre? Il continue. C'est la reprise de la saison 2. Enfin, c'est la reprise de la saison 1 avec les mêmes personnages et une nouvelle intrigue qui est avec moins de personnages. Est-ce que les sénateurs n'ont pas dans la visée la destitution du président de la République, la déchéance ce qui est évidemment pratiquement impossible. Et en plus, il y a une distorsion entre la réalité. François Bayrou, que vous connaissez bien, vous êtes de la République des Pyrénées, a dit hier soir sur TF1 que non, en gros que le Sénat faisait son travail. Oui, alors le problème aussi, mais je ne pense pas que ce soit ça qui motive particulièrement les sénateurs de la République En Marche, mais il y a quand même un problème constitutionnel, mais aussi un problème juridique. Je vais prendre qu'un seul aspect des choses. Alors vraiment, c'est des histoires de juristes, mais c'est pas rien. Quand vous êtes devant la justice, vous avez le droit de mentir. Par exemple, vous avez le droit de dire « Non, j'ai pas tué monsieur, alors que ou madame, alors que vous l'avez tué », et à ce moment-là... C'est le jury, enfin, c'est les assises qui vont déterminer si c'est vrai ou pas, mais vous serez condamné pour le fait d'avoir tué et non pas pour le fait d'avoir menti. En revanche, lorsque vous êtes devant une commission parlementaire, sous serment, vous avez un devoir de ne pas mentir. Donc, sachant que là, il s'agit de faits, pour Benalla, de faits qui sont actuellement instruits par la justice et de faits qui tombent sous le coup d'une enquête parlementaire, à quel moment il dira ceci ou dira ça? La solution, c'est la solution Cahuzac, c'est-à-dire vous venez et vous refusez de parler dès lors que ça empiète sur l'instruction judiciaire. Mais pour ça, il faut des nerfs. Cahuzac en avait à l'époque. Je ne suis pas sûr que Benalla, notamment compte tenu de ses déclarations récentes, on est suffisamment. On va le voir, la commission d'enquête sur l'affaire Benalla au Sénat. Vous savez que nous sommes sur place, que l'ensemble de nos rédactions seront mobilisées pour vous informer là-dessus. On en parlera d'ailleurs dans quelques minutes avec Saveria Rojek, avec tout un programme de diffusion, bien sûr, de ces auditions dans la semaine et des émissions spéciales sur cette chaîne. Guillaume Doyen, les mots malheureux d'Emmanuel Macron. On a entendu le secrétaire d'État Julien de Normandie il y a quelques minutes, grand ami du président de la République, ami personnel, dire qu'au fond, c'était pas des mots malheureux, que c'était quelqu'un qui était cash et que voilà, et qu'il devait aller continuer. C'est quoi? C'est des erreurs de stratégie de communication selon vous? Alors c'est ce jeune demandeur d'emploi qui exprimait ses difficultés au président et à qui il a répondu: hôtel, café, restaurant, je traverse la rue, je vous en trouve. Ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler. Je voudrais voir qu'à chaque fois, c'est toujours dans une situation identique qu'Emmanuel Macron se retrouve mal, toujours. Il s'arrête, il parle à quelqu'un dans la rue, et là, il envoie une phrase qui passe dans une partie de l'électorat pour extrêmement brutale, qui n'est pas totalement fausse, on recherche beaucoup d'emplois, mais qui révèle au fond sa pensée. C'est mieux vaut des travailleurs mal payés que des travailleurs au chômage. Rappelez-vous la phrase aussi sur le costume. Moi, je me suis payé mon costume. Il y en a comme ça une litanie, une succession de phrases sur les travailleuses illettrées de Gad, qui n'étaient pas profondément scandaleuses comme phrase. Mais également, à chaque fois, si vous voulez, il se retrouve dans une situation, quand il s'adresse, si vous voulez, aux classes populaires, ça ne passe pas. Et c'est la succession de ces maladresses-là dont il doit maintenant tenir compte. On passe aux européennes qui arrivent, et à Marine Le Pen qui a fait une forme de rentrée ce week-end, très en forme. Pourtant, son parti est exposé à de très lourdes sanctions judiciaires. Ils sont au bord de la faillite. Elle peut réussir son pari, on va venir à l'édito de Jean-Michel Elvig là-dessus, de reconquérir l'électorat.
dans cet état-là. Elle peut y arriver. Oui, je pense qu'elle a une carte à jouer, notamment due à une sorte d'invisibilisation des Républicains, d'une popularité de Wauquiez qui est très faible. Donc je crois qu'elle a effectivement un espace politique assez fort. Je ne sais pas si l'électorat suit de très près ces démêlés judiciaires. C'est le titre de votre éditorial. Envers et contre tout, le lepénisme électoral perdure. Oui, parce que c'est quand même un paradoxe. Vous avez un parti dont la présidente s'est avérée être incompétente pour la poste suprême de la République. Au moment il est poursuivi pour des affaires de détournement de fonds publics européens. Et par ailleurs, les adhérents fuient en masse. Il est au bord de la faillite. Tout autre parti que le RN, Rassemblement National, serait accablé de reproches, baisserait dans les sondages et verrait ses électeurs fuir. Et pourtant, ça persiste. Je pense qu'il y a les électeurs, bon d'ailleurs, qui ne se sont même pas rendus compte que le FN était devenu RN. C'est pas qu'ils s'en moquent, c'est que le FN est une espèce de catalyseur. On pourrait dire de catharsis, en étant au risque de la cuistrerie, pour les gens qui disent, bon voilà, c'est le levier pour dire, il y en a marre, trop d'immigrés, trop d'insécurité, trop de ceci. On prend le FN, on a l'habitude, on a nos habitudes, et peu importe qui soit à la tête, qu'est-ce qui se passe, ils s'en moquent un peu. Voilà, il y a un côté comme ça, canal officiel, canal historique, canal officiel de la protestation électorale, ce qui rend un peu vaine les tentatives de Wauquiez pour essayer de capter cet électorat, même si sur les marges, il peut en capter. Mais enfin, pas beaucoup quand on voit les sondages. Elle a quand même été mal accueillie la semaine dernière, Marine Le Pen. Donc, dans le village, là. Et puis par des vrais villageois. J'ai vu j'allais vous demander, c'est des vrais qui a été menée. Bon, c'est pas moi qui ai fait l'enquête, mais j'ai vu qu'elle avait bien une vingtaine qui était née ou qui vivait depuis longtemps dans ce village. Oui, donc, elle a toujours ses opposants, mais c'est quand même la bonne boussole des mécontents, si vous voulez. Et ces mécontents augmentent avec notamment la baisse de popularité du président de la République, qui, elle, est extrêmement forte. Donc, indépendamment de tout ce qu'il peut y avoir autour, oui, Le Pen, elle a toujours sa carte à jouer. Merci. Guillaume Doyen, la Gazette des Communes, et Jean-Michel Elvig, votre éditorial sur envers et contre tout, le lepénisme électoral perdure dans la République des Pyrénées aujourd'hui. On passe tout de suite aux zappements, ce qui se passe dans le monde, et on se rend tout de suite, bien sûr, à Hong Kong avec Mangkhut, ce typhon effroyable. Le point sur la situation dans un instant. Alerte 10 à Hong Kong, balayée à son tour par le super typhon Mangkhut. Alerte 10, c'est le plus haut niveau de mise en garde. Les autorités y ont eu recours une quinzaine de fois en 8 décennies. Des vents puissants, Hong Kong, les pieds dans l'eau. Je suis venu pour prendre le typhon en photo. J'ai un casque, une protection imperméable. C'est mon premier typhon. S'il vous plaît, ne vous méprenez pas quand vous voyez la diminution de la vitesse du vent. Les inondations sont réelles. On va encore voir des augmentations des inondations dans notre zone. Certains secteurs proches des rivières sont déjà sous eau. Ceux qui s'en sont sortis ne doivent leur survie qu'à la chance. L'eau continue à monter comme dans Titanic, on la voyait monter comme ça. Alors j'ai poussé la fenêtre comme j'ai pu. Je l'ai ouverte et j'ai essayé de nager et le courant m'a juste emporté vers le bas. Malgré le déluge de coups de feu, ce musicien continue de jouer, imperturbable, symbole d'une société mexicaine rompue à la violence. Il est 22h lorsque 5 hommes habillés en mariachi ouvrent le feu sur cette place très fréquentée de la capitale. Bilan de la fusillade, 5 morts et une dizaine de blessés. Des détonations de ce type avec ce genre de calibre, pour moi c'est une première. Surtout sur cette place et à cette heure de la nuit avec tant de gens et tant de touristes. À Rabat, quand on a entre 19 et 25 ans, c'est dans un jardin comme celui-ci qu'on aime se retrouver, discuter. Mais bientôt peut-être, certains camarades pourraient manquer à l'appel. Appelés précisément comme le prévoit le projet de loi sous les drapeaux pour 1 an de service militaire obligatoire.
Ici, la mesure divise même les premiers concernés. Moi, j'ai commencé mes études pour les terminer et travailler, et aussi aider mes parents, pas pour aller faire le service militaire. Je ne suis pas d'accord. Il y a beaucoup de jeunes sans emploi, des chômeurs. Je pense que le service militaire sera une bonne formation pour eux. Voilà le Zap Monde de notre partenaire TV5 Monde. Dans un instant, j'accueille Saveria Rojek. Bonjour. Bonjour. Merci Cyril. d'être avec nous. C'est la troisième partie avec Territoire Sénat dans un instant. À tout de suite.